Bonjour et bienvenue dans l'émission Rencontre. Sur le long fleuve de l'amitié sino-française, des personnalités remarquables, issues d'horizons divers, ont participé à la modernisation de la Chine. Elles ont grandement contribué à resserrer les liens sino-français. Parmi ces personnalités, Jean-Paul Agon, président du groupe L'Oréal de 2011 à 2021. En 1997, en tant que président Asie de L'Oréal, il a exploré le marché chinois et a choisi Shanghai pour installer le siège de L'Oréal en Chine. Depuis, il participe activement au développement de cette ville chinoise et à la promotion de son influence internationale. Il a été nommé en 2021 citoyen d'honneur de la ville de Shanghai et a reçu en 2022 le prix de l'amitié du gouvernement chinois. Dans cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Paul Agon qui va partager avec nous sa riche et longue expérience de la Chine. Bonjour Jean-Paul Agon. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu qui est le siège historique de L'Oréal à Paris. Absolument, c'est le visionnaire, c'est le lieu historique et maintenant un lieu qui porte à la fois l'histoire et le futur. Alors je le disais en introduction, votre relation avec la Chine a commencé en 1997 quand vous êtes venu, alors que vous étiez président Asie de L'Oréal, explorer le marché chinois et que vous avez eu un coup de foudre pour Shanghai. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette ville et qui a fait que vous avez décidé d'y installer par la suite donc le siège de L'Oréal en Chine? C'est une longue histoire. À l'époque, précédemment, j'étais patron de L'Oréal Allemagne et mon prédécesseur en tant que président-directeur général, Lindsay Wynne-Jones, m'avait proposé cette formidable opportunité de prendre la direction de l'Asie qui à l'époque, pour L'Oréal, qui à l'époque existait très peu pour nous en tout cas, et nous n'avions pas de filiale en Chine. Et donc je suis allé directement, je me rappelle très bien, j'ai pris un vol Düsseldorf-Shanghai et je suis allé directement découvrir ce pays dont j'avais beaucoup rêvé, dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que je n'avais jamais vu. Et ça a été, je veux dire, un choc incroyable. Je me rappelle encore m'être levé dans l'hôtel Hilton ce matin-là, en mars 97, et voir par ma fenêtre déjà les très grands buildings de Shanghai partout. Et j'ai eu un choc formidable. J'ai découvert le pays, j'ai voyagé à travers le pays, mais j'ai surtout découvert Shanghai et j'ai décidé de créer la filiale de ce qui allait devenir L'Oréal China à Shanghai. On a commencé dans un petit appartement avec 10 personnes, dont 9 Chinois. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que dès le départ, dès ces premières semaines, j'avais vraiment la conviction, l'intuition que la Chine deviendrait le très grand pays, la très grande puissance qu'on connaît aujourd'hui, que L'Oréal Chine deviendrait la très grande filiale, la deuxième du monde aujourd'hui, qu'elle est maintenant, et que Shanghai deviendrait cette ville extraordinaire qui est probablement l'une des villes, sinon la ville du monde, la plus moderne, la plus en pointe, la plus dynamique, la plus effervescente qu'on peut trouver dans le monde entier. Alors, plus de 20 ans après, Shanghai est devenue en quelque sorte votre deuxième ville natale, si j'ai bien compris. Vous avez donc été un témoin privilégié des transformations très importantes qu'a connues cette ville. Est-ce que vous auriez pu imaginer ces transformations, cette métamorphose de la ville, on peut dire? C'était très difficile à imaginer. J'étais convaincu que la ville allait devenir cette capitale du monde, mais je dois dire qu'elle m'a quand même sidéré par la rapidité et l'ampleur de la transformation. Je dois dire que même en 97, du côté de Pudong, il y avait encore des champs, etc., alors qu'aujourd'hui c'est un décor urbain digne d'un film de science-fiction, des immeubles absolument extraordinaires, les plus beaux immeubles et les plus grands du monde, une modernité incroyable. Donc ça, je ne l'aurais pas imaginé à ce point-là. Mais je veux dire que ça ne m'a quand même pas surpris. Et je trouve que la Chine en général, et Shanghai en particulier, a une capacité d'adaptation incroyable. Il faut quand même s'imaginer que les gens qui vivent, les gens qui ont mon âge par exemple, et qui ont vécu, et qui vivent à Shanghai,
ont connu de telles transformations, je crois, plus grandes que n'importe quel pays dans l'histoire de l'humanité. En 2-3 générations, on est passé, on a franchi plusieurs siècles de modernité, et ça, je dois dire que je ne l'avais pas vu venir, mais quelque part, je ne suis pas surpris. Vous vous êtes investi personnellement dans le développement de la ville de Shanghai, en particulier au moment de l'exposition universelle qui a eu lieu, je crois, en 2010, mais aussi au moment de l'exposition internationale des importations de Chine, qu'on connaît mieux sous le sigle CIIE. Vous êtes parvenu à faire venir beaucoup d'investisseurs aussi dans cette ville. Vous avez reçu, on l'a dit, vous avez été nommé citoyen d'honneur de Shanghai en 2021. D'après vous, quel rôle ces plateformes que je viens de citer, l'exposition universelle ou encore la CIIE, ont joué dans la promotion de Shanghai à l'international? Alors, je vais vous raconter. Donc effectivement, d'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, Shanghai, c'est un peu ma deuxième ville après Paris. J'y suis allé, je vous ai dit, 70 fois. J'y ai passé de nombreuses semaines, même parfois des mois entiers. Les week-ends, je la connais bien et je l'aime profondément. Et je veux dire aussi que Shanghai nous a beaucoup aidé, L'Oréal. Nous sommes installés à Shanghai, nous avons créé la filiale à Shanghai, dans un district. Et ce district et la ville de Shanghai nous a beaucoup aidé à nous développer. Il y a eu vraiment un win-win entre la ville de Shanghai et L'Oréal. Et donc, en même temps, j'ai voulu quelque part rendre à Shanghai ce que Shanghai nous avait donné, c'est-à-dire aider Shanghai autant que possible dans mes modestes moyens à en faire vraiment la capitale économique du monde. Donc, d'abord, L'Oréal, bien sûr, a été un sponsor de l'exposition universelle de 2000. Je me rappelle encore, j'avais visité cette exposition avec Gong Li à l'époque, en 2010. C'était vraiment une expérience fabuleuse. C'était, à mon avis, d'ailleurs, la plus belle des expositions universelles que j'ai visitées depuis. Ensuite, il y a eu effectivement la création du CIIE. Dès le départ, quand la municipalité de Shanghai est venue nous voir en nous disant est-ce que vous participerez au CIIE, on a dit non seulement on participera, mais on sera un membre fondateur avec vous. Et je pense que L'Oréal, d'ailleurs, a été, je crois me souvenir, la première entreprise à signer le partenariat pour faire partie du CIIE. Et je me rappelle aussi que quand l'équipe du CIIE est venue à Paris, on a organisé une réunion avec toutes les entreprises françaises, lors de laquelle j'ai incité tous mes collègues patrons d'entreprises en France à aller au CIIE, à prendre des stands et à faire partie de l'expérience. Et je pense que le CIIE a joué un rôle très important. Le président Xi Jinping est venu au CIIE, le Premier ministre y vient régulièrement. C'est devenu vraiment un moment très important de l'année en Chine. Et c'est aussi, je veux dire, un des événements uniques dans le monde. Il n'y a pas d'équivalent de cette manifestation dans le monde, dans aucun continent, ni en Amérique, ni en Europe, etc. Donc c'est vraiment, je pense, une formidable plateforme pour Shanghai, à la fois pour montrer aux investisseurs, aux exportateurs ce qu'est Shanghai, et aussi pour montrer aux Chinois, aux Shanghaïens, mais aussi à tous ceux qui viennent de toute la Chine pour voir justement ces entreprises et ces produits, l'ouverture au monde. Donc vraiment quelque chose de très important. Et puis, j'ai aussi l'immense privilège et honneur de faire partie de l'IBLAC, qui est donc le conseil advisory board du maire de Shanghai depuis 2019, qui est aussi quelque chose d'assez unique, puisque une fois par an, nous sommes une cinquantaine ou une soixantaine de CEO du monde entier à être invités par le maire de Shanghai et son équipe de façon à discuter les options, les opportunités, la stratégie de développement de la ville. Et donc nous apportons notre contribution. Mais je dois dire là aussi que pas beaucoup de villes font ça dans le monde. Donc je suis très honoré d'en faire partie et je trouve ça une démarche très intelligente. En 2022, vous avez reçu le prix de l'amitié du gouvernement chinois, encore une très haute distinction.
Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez ressenti en recevant ce prix, si vous avez une histoire à raconter? Oui, avec plaisir. Ça a été pour moi très important. Je sais que ce prix est un prix très prestigieux et très rarement donné à des patrons d'entreprise. Je l'ai reçu des mains du ministre de la Recherche et de la Science à Pékin. Et pour moi, ça a été un immense honneur. D'abord parce qu'effectivement, il est très prestigieux, et puis aussi surtout parce que ce prix de l'amitié est vraiment tout à fait expressif de ce que je ressens pour la Chine. Quelque part, j'ai toujours eu un sentiment de profonde amitié pour ce pays que je crois comprendre bien. Je crois bien comprendre les Chinois aussi, qui me le rendent bien. Et donc ce prix de l'amitié, pour moi, on ne pouvait pas faire plus beau quelque part. Donc j'en étais très heureux et très honoré, et j'en suis toujours très fier. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'environnement d'investissement en Chine? L'environnement est très favorable. Je veux dire que, comme je vous le disais, on a été très supporté par la municipalité de Shanghai, et donc nous a encouragés, je veux dire qu'on n'avait peut-être pas besoin de ça, mais on l'a fait mais c'était quand même bienvenu, nous a encouragés à investir, et donc nous avons des bureaux superbes en plein milieu de Shanghai, nous avons 2 usines, nous avons des laboratoires, nous avons des centrales de distribution les plus modernes du monde. Donc l'investissement en Chine a été vraiment pour nous stratégique, et je dois dire qu'il a été la priorité clairement pendant 20 ans. Pendant 20 ans que nous sommes installés en Chine, nous avons fait notre croissance en Chine, ça a été la priorité dans le monde entier. La priorité, c'était d'investir en Chine. Alors maintenant, on va parler de l'industrie de la cosmétique à proprement parler. Comment a-t-elle évolué sur justement ces 20 dernières années? Et aussi, j'aimerais savoir comment ont évolué les habitudes des Chinois et des Chinoises, puisque vous parliez des débuts et de leur facilité à découvrir la cosmétique. Comment est-ce que ça a évolué par la suite? Écoutez, ça c'est ce qu'on pouvait deviner au début, c'est confirmé par la suite, c'est-à-dire que les Chinois ont cette grande appétence. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a une très grande tradition de beauté en Chine. Ça ne vient pas de nulle part. Alors ça remonte même à des siècles, si ce n'est plus. Donc il y a une vraie tradition de beauté en Chine. Donc quelque part, il y a je dirais, effectivement une culture de la beauté dans ce pays. Donc très vite, comme vous le rappelez, on a vu cette appétence pour les produits de beauté, cette appétence pour les marques, cette appétence pour la qualité, cette appétence pour l'innovation. Et donc, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que le marché s'est développé extrêmement vite, avec beaucoup de concurrents. Au début, beaucoup de sociétés internationales et au fur et à mesure, beaucoup de sociétés locales, puisqu'il y a des concurrents chinois qui font des produits de très bonne qualité, avec beaucoup d'innovation, des très beaux packaging, des bonnes formules. Donc c'est un marché extrêmement compétitif. Et d'ailleurs, je pense personnellement que c'est devenu le marché le plus compétitif du monde. C'est-à-dire que pour réussir en Chine, d'abord pour réussir en Chine, il faut vraiment être très fort. Il faut vraiment en plus toujours courir très vite en matière d'innovation, de qualité, etc. Et quelque part, pour nous, c'est un peu aussi un torture test, parce que c'est réussir en Chine d'abord, et lorsque vous réussissez en Chine, vous pouvez réussir partout. C'est comme le disait Frank Sinatra sur New York, « If you make it there, you'll make it everywhere ». Maintenant, on peut dire ça pour Shanghai et pour la Chine. Si on réussit en Chine, on peut réussir dans le monde entier. Donc un marché très dynamique, très innovateur, très exigeant, très compétitif, qui est exactement ce qu'on adore, nous, chez L'Oréal. Puis il y a quelque chose aussi d'assez nouveau dans le marché de la cosmétique, c'est l'arrivée du commerce électronique. Comment voyez-vous justement l'essor du commerce en ligne en Chine? Ça a été effectivement formidable. Je veux dire, le commerce électronique, on peut dire d'une certaine manière que même si les Américains de la Silicon Valley ont été en avance d'un point de vue technologique, c'est vraiment les Chinois qui ont été les pionniers mondialement du commerce en ligne. Puisque, en fait, nous, dès 2010, nous avons commencé notre partenariat avec Tmall, la société d'Alibaba, ensuite avec JD, ensuite maintenant avec Douyin, et le commerce en ligne a pris une dimension incroyable. Aujourd'hui, c'est 60% de notre chiffre d'affaires
des produits que nous vendons en Chine sont vendus en e-commerce. Mais pour certaines marques comme Maybelline, la première marque de maquillage mondiale, c'est 80%. Et j'ai d'ailleurs une anecdote assez amusante, c'est qu'il y a 5-6 ans, lorsque j'allais à Shanghai et que je rencontrais des jeunes consommatrices, on faisait des réunions de groupe et je leur disais, bon, alors qu'est-ce que vous utilisez? Maybelline, très bien, vous avez raison, c'est superbe. Et où est-ce que vous l'achetez? Elles disaient bien toutes, elles disaient en ligne. Et je leur disais, est-ce que vous savez que vous pouvez aussi le trouver en magasin? Elles me disaient, ah bon? On peut trouver aussi des produits de maquillage en magasin. Donc c'est la Chine qui a été le premier pays dans le monde où la nouvelle génération a presque oublié qu'on pouvait acheter des produits aussi dans des magasins. Pour eux, le commerce en ligne est devenu quelque chose de totalement naturel, normal, sur le téléphone, etc. Alors il y a un autre volet très important, c'est celui de la durabilité. La Chine a lancé un objectif qu'elle appelle double carbone, qui consiste à atteindre un pic d'émissions d'ici 2030 et ensuite la neutralité carbone pour 2060. Depuis le lancement de cet objectif, elle a accéléré sa transition vers un développement plus durable. Comment voyez-vous les réformes chinoises qui ont été mises en place pour justement aller vers une économie plus verte? Là aussi, je pense que la Chine est pionnière et de la même manière que j'avais l'intuition que la Chine deviendrait l'un des plus grands pays du monde en matière économique et pour notre marché, je pense que c'est la même chose en matière de développement durable. La Chine va beaucoup plus vite que n'importe quel autre pays dans le monde. Alors certes, elle part de plus bas aussi pour certains, parce qu'il y a encore l'utilisation du charbon qui est problématique, mais elle va tellement vite et sur une telle ampleur, avec une telle échelle, que je suis absolument convaincu qu'elle va réussir et qu'elle sera certainement l'un des acteurs majeurs, sinon l'acteur majeur, de la transformation environnementale du monde dans les 30 prochaines années. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chez L'Oréal, on l'a bien compris, tout de suite, on a voulu aussi accompagner ce mouvement, être pionnier dans cette dynamique, et nous sommes devenus carbone neutre déjà il y a 3 ans en Chine. Tous nos sites en Chine, industriels, laboratoires, bureaux, centrales d'expédition, sont carbone neutres. Et la Chine était la première filiale du groupe dans le monde à devenir carbone neutre. Donc je suis très confiant que cet objectif sera atteint. Ces objectifs bas carbone représentent des défis pour les entreprises, mais aussi des opportunités. Est-ce que vous voyez des opportunités justement? Oui, bien sûr. De toute façon, il y a des opportunités. D'abord, c'est plus qu'un défi. D'abord, c'est une obligation. C'est une obligation, on n'a pas le choix. Si on veut continuer à ce que l'humanité vive et vive bien dans les dizaines d'années qui viennent, on est obligé de faire cette transformation fondamentale. Donc, effectivement, c'est des challenges. C'est des challenges dans tous les domaines, dans le domaine de la formulation des produits, dans le domaine de la production, dans le domaine de la consommation d'énergie, dans tous les domaines. Mais là aussi, je dirais qu'on n'a pas le choix. Donc, il faut surmonter ces challenges. Et d'ailleurs, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on les voit arriver, qu'on arrive très bien à trouver des solutions, parce qu'à chaque fois, l'innovation permet de résoudre le challenge. Et aussi, bien sûr, ce sont des opportunités pour offrir des satisfactions à nos consommateurs qui, eux aussi, sont bien conscients que tout doit changer pour qu'on puisse vivre sur cette planète de façon harmonieuse. Alors, la crise climatique est effectivement un problème colossal. Pour vous qui donc avez toujours encouragé le développement vert, quelles sont les perspectives de coopération entre la France et la Chine en matière de développement durable? À mon avis, elles sont très importantes. Comme je le disais, nous, on a justement profité de cette dynamique en Chine pour faire de la Chine notre filiale la plus avancée en matière de développement durable, puisque effectivement, c'est là qu'on est devenu la première fois carbone neutre et on va être carbone neutre dans le monde entier. Mais c'est par là qu'on a commencé, parce qu'on a trouvé aussi un accueil extrêmement favorable à nos initiatives, parce qu'on a trouvé des technologies qui permettaient de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, en matière de développement durable, c'est la Chine qui génère à la fois le plus d'innovation, le plus d'encouragement, le plus d'accompagnement dans cette dynamique. Et je pense que
la Chine et la France, et même je dirais, la France, l'Europe, il y a vraiment une voie de collaboration exemplaire parce que l'Europe a décidé aussi d'être exemplaire, modèle, pionnière et exemplaire dans le monde entier. Et je pense que l'Europe et la Chine sont vraiment travaillent de concert dans cette dynamique. Alors justement, l'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Quel regard portez-vous sur ces 60 ans de relations ? Tout le monde sait que 60 ans en Chine, c'est très important, hein, puisque c'est 5 fois la rotation du calendrier chinois, et donc c'est un cycle. Et donc c'est vraiment l'aboutissement d'un cycle. Donc je pense que ces 60 ans ont été vraiment un cycle assez extraordinaire, à la fois dans le développement de la Chine et bien sûr dans la relation entre la Chine et la France. Je pense que le général de Gaulle a été un homme visionnaire pour avoir su, dès 1964, voir, comprendre que la Chine serait une nation majeure, plus que ça, même au XXe et XXIe siècle, et qu'il a eu parfaitement raison d'être le premier des pays occidentaux à reconnaître la Chine, à établir ses relations diplomatiques. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote aussi là, c'est que vous savez que le père de Mme Meyers, donc Mme Bettencourt Meyers, qui est l'actionnaire principal de L'Oréal, était dans l'équipe du général de Gaulle et a préparé la visite, préparé l'établissement des relations diplomatiques en allant à Pékin il y a 60 ans. Il y a des photos merveilleuses et même un article dans le quotidien du Peuple que nous avons gardé où il rencontre le président Mao, Zhou Enlai, et donc notre entreprise quelque part est liée depuis le début, de manière génétique, au développement de la Chine. Qu'est-ce qui caractérise d'après vous les relations entre la France et la Chine ? Je crois personnellement que les Français et les Chinois ont beaucoup de points communs. Et que les Chinois le savent et que les Français le savent. Et que quand les Français vont en Chine ou les Chinois vont en France, ils sentent bien qu'il y a même si bien évidemment nos cultures sont différentes, nos traditions ne sont pas les mêmes, etc., qu'il y a des affinités, il y a des goûts que nous partageons, il y a beaucoup de choses que nous partageons. Et donc je pense qu'il y a une espèce d'amitié spontanée entre les deux peuples qui se reconnaissent, qui se respectent, qui, je pense, qui s'aiment bien. Et après, il y a les circonstances, il y a les enjeux économiques, etc. Mais au total, comme on l'a dit au début, la France est un très grand investisseur en Chine. La Chine est très présente également en France. La France veut continuer à se développer, les entreprises françaises veulent continuer à se développer en Chine, et tous les Français qui vont en Chine et qui en reviennent sont absolument fascinés. Donc je pense qu'il y a d'excellentes relations et toutes les bases pour une formidable relation. Et c'est ce que nous avons fêté à l'occasion de la visite du président Xi Jinping en France très récemment. 2024 marque également le 20e anniversaire du partenariat stratégique global sino-français. D'après vous, quelle importance revêt ce partenariat ? Très important. C'est très important parce que, quelle que soit l'amitié ou la qualité de la relation qu'on peut avoir, il faut quand même traduire ça en actes, en gestes, en contrats, en développement commun, en partenariat justement, au niveau économique, au niveau des entreprises, etc. Et donc ça permet vraiment d'avoir des gestes concrets, d'établir des relations fortes et permanentes. Et le comité aussi, le comité France-Chine, dont je suis le coprésident, a pour mission justement de développer ce partenariat, d'être le trait d'union entre le milieu économique français et le milieu économique chinois. Et on a vu qu'il y a des circonstances aussi qui font que parfois les relations sont plus difficiles. Par exemple, juste le Covid. Le Covid, l'impossibilité de voyager pendant 2 ans, soit pour les Chinois de venir en France, soit pour les Français d'aller en Chine, par définition, était un handicap. Et le fait d'avoir justement ces organes
de relation est quelque chose qui permet de garder la relation forte, de l'entretenir, de la développer, et je pense que c'est très, très utile. Alors j'aimerais avoir savoir ce que vous inspire deux notions qui sont importantes en Chine, celle de bénéfice mutuel et celle de résultat gagnant-gagnant. Bah, c'est un peu la même chose, pour être franc. Le bénéfice mutuel et le win-win, c'est gagnant-gagnant, c'est un petit peu la même chose. C'est peut-être un peu confucéen comme raisonnement, peut-être. Je sais que c'est très important en Chine, et je dois dire que je considère ça effectivement extrêmement majeur. Par définition, dans toute relation, et en particulier bien sûr une relation business, il faut qu'il y ait une relation gagnant-gagnante. Je veux dire, on ne fait jamais, on le sait très bien quand on dirige des entreprises, quand on dirige des affaires, toute relation doit être gagnante des deux côtés. Si elle est gagnante d'un côté et perdante de l'autre, ça ne marchera pas longtemps. Et je pense que c'est une notion très intelligente, ce gagnant-gagnant. Et ça s'applique à tous les domaines, je pense, de la vie en société. Il faut toujours, quel que soit le sujet, trouver une manière d'une relation gagnant-gagnant. En tant que lauréat du prix de l'amitié dont on a parlé tout à l'heure, comment comptez-vous poursuivre pour œuvrer en faveur de l'amitié entre la Chine et la France? Oh bah j'œuvre beaucoup parce que d'abord, effectivement, en tant que coprésident du comité France-Chine, je travaille pratiquement tous les jours à entretenir cette relation, faciliter le contact, être le trait d'union entre les milieux économiques français et chinois, hein, c'est mon domaine. Moi, je ne suis pas dans le domaine culturel, je suis dans le domaine économique, mais en tout cas, dans mon domaine, je le développe le plus possible. Mes voyages principaux, chaque année, sont en Chine. Je compte bien y aller. Je participe donc à l'IBLAC en tant que membre de ce conseil du maire de Shanghai. Je compte bien aller cette année au CIE en novembre, absolument. Et d'ailleurs, L'Oréal est président de l'Alliance pour le CIE, hein, qui regroupe toutes les entreprises dans ce domaine. Donc, si vous voulez, dans tous les... à Paris, je participe à de nombreuses réunions, conférences pour témoigner de mon adhésion à la Chine, de mon expérience, de cet enthousiasme que j'ai pour ce pays. Et par exemple aussi avec monsieur l'ambassadeur de Chine en France, nous organisons très souvent des manifestations de ce genre. Donc je crois que je suis très engagé. Pour conclure, est-ce que vous voudriez formuler un souhait ou nous partager avec nous vos attentes pour l'avenir des relations entre la Chine et la France? Bon, écoutez, moi, la seule chose que je souhaite, c'est que les 60 prochaines années soient aussi belles que les 60 dernières. Hein. Nous avons accompli tous un merveilleux cycle, hein, de ces 60 ans depuis la reconnaissance de la Chine par la France en 1964. Et tout ce que je souhaite, c'est que et ça a été fait, encore une fois, malgré beaucoup de turbulences, de contextes pas faciles, etc. Donc là aussi, on retrouve le gagnant-gagnant. À partir du moment où on veut un résultat gagnant-gagnant, on arrive toujours, quels que soient les obstacles, hein, quels que soient les challenges, à trouver des solutions pour avoir des bonnes relations. Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est que les 60 prochaines années soient aussi fortes, aussi fécondes, aussi positive que les 60 dernières dans cette relation, et que en 2084, on puisse dire que ces 60 dernières années, à cette époque-là, auront été aussi belles que les 60 premières. Merci Jean-Paul Lagon de nous avoir accordé cet entretien, et merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. Merci beaucoup, c'est toujours pour moi un plaisir immense de parler de Shanghai et de la Chine.